Elle prend sa source en Ardèche pour venir se jeter dans l'océan Atlantique, 1000 km plus loin. La Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, le plus long de France, et personnage à part entière de notre région, les Pays de la Loire. Nous vous proposons justement d'embarquer au fil de cette Loire depuis Saumur où nous nous trouvons jusqu'à Saint-Nazaire, une navigation pour tenter de comprendre le fleuve, son influence sur nos paysages et sur les femmes et les hommes qui vivent le long de ses berges et sur ces îles. Un fleuve avec sa beauté, sa fragilité, mais aussi ses caprices. De Saumur à Saint-Nazaire, au fil de la Loire, c'est parti pour votre nouvelle enquête de région. Et pour débuter cette émission, direction une presqu'île, véritable sanctuaire naturel, la Prairie Bruneau, 94 hectares à l'ouest du Maine-et-Loire qui abrite des dizaines d'espèces rares et menacées. Un site tout juste acquis par le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Tel un belvédère posé sur la Loire, la Prairie Bruneau, un joyau de biodiversité de 100 hectares qui émerge des courants du fleuve Royal à la belle saison. Une presqu'île à laquelle on accède par ce bac à chêne traditionnel, connu seulement des initiés. Les pêcheurs, et puis les amoureux de la Loire, et puis les amoureux tout court. Un petit coin de paradis que viennent visiter ces nouveaux propriétaires, le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, une association déjà propriétaire de 4 îles sur le fleuve. Objectif, préserver cette zone humide sensible où niche une 50aine d'espèces rares et menacées. Donc là, il y a un grand cormoran qui passe en vol, là, qui est une espèce qui est bien présente sur l'axe Loire. Et puis on entend le bruant des roseaux, qui est une autre espèce de passereau, là, de petit oiseau qui vit dans ces prairies et ces grèves de la vallée de la Loire également. Dans les prairies, on a des espèces particulières. Le bruant jaune qu'on a entendu tout à l'heure, on a le tarier des prés, la bergeronnette printanière. Par le passé, on a pu avoir d'autres espèces encore qui ont disparu, comme le râle des genêts. Donc ça en fait un site vraiment tout à fait remarquable en termes de biodiversité. Des paysages façonnés depuis des décennies par l'élevage. Chaque été, un agriculteur fait paître ses vaches. De quoi maintenir les prairies naturelles tout en laissant de la place à la faune sauvage. Le pâturage permet une fauche des espaces de manière naturelle, avec à la fois une participation à l'enrichissement du terrain par les bousses de vache tout simplement, et qui favorise à la fois aussi bien une partie insectes que le nourrissage des oiseaux. Un écrin naturel d'exception acquis pour près de 500 000 € par le Conservatoire d'espaces naturels. Une collecte de dons est lancée par la Fondation du patrimoine pour soutenir la restauration de la Prairie Bruneau. Et on a accosté du côté de Béhuard, ce village le long de la Loire, 6 km sur une île entièrement inondable. Bonjour Bruno Richoux. Bonjour Mathieu. Vous êtes le maire de Béhuard, 115 habitants. Dernières inondations en date, c'était l'hiver dernier, en février. Est-ce que vous vous y attendiez
assez cru. Oui, on s'y attendait parce que tout l'hiver a été très pluvieux. On voyait bien que dans les terres étaient très humides. Donc à un moment, les terres ont absorbé l'eau et ils n'en voulaient plus. Et ça continue à pleuvoir. Donc c'est vrai que l'eau a monté très rapidement. 5,90 m tout de même. 5,90 m à la côte de Montjean. Et c'est vrai qu'à partir de 4 mètres, l'eau continuait à monter à 5 cm à l'heure. Donc c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre. Au départ, on attend une crue, on ne sait pas à quelle hauteur elle va. Et celle-ci, elle a été très haute puisqu'elle a atteint des records de 94-95. Donc une crue référence pour le siècle, oui, tout à fait. Depuis toujours, votre village, Béhuard, a été inondé, sujet aux caprices de la Loire. Comment l'homme s'est-il adapté ? Alors l'homme, à la création de la commune, déjà savait qu'elle était inondable. Et c'est vrai que toutes les maisons qui sont construites à Béhuard sont construites à étage. C'est-à-dire que quand le rez-de-chaussée est inondé, eh bien vous avez la possibilité de vivre à l'étage et de pouvoir remonter toutes les affaires pour les mettre hors d'eau à l'étage. L'église aussi a été construite sur un rocher ? Oui, tout à fait. Alors là, l'église, c'est exceptionnel puisque là, elle est construite sur un rocher et j'allais dire, elle n'est jamais inondée parce que ça serait là vraiment une grande catastrophe. Alors, vous parlez de culture, de l'inondation, une culture à entretenir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Disons qu'il faut qu'on s'habitue. On sait qu'on est sur une île qui est inondable. Donc nous, on le revendique. On le revendique à l'entrée du village. On a un grand panneau qui annonce la bienvenue aux touristes puisqu'on est autour de 200 à 250 000 touristes qui viennent par an. On dit Béhuard se visite à pied, sauf en temps d'inondation. Donc voilà. Et puis, dans le cœur du village même, on a des côtes, des crues de la Loire, et on a des références avec des photos d'inondation. Donc c'est vrai que les gens qui viennent à Béhuard découvrent avec ces indications. Ils viennent en connaissance de cause. Ils viennent en connaissance de cause et ils savent que c'est inondé. Mais c'est toujours difficile à faire comprendre aux gens quand l'été on voit la plage qu'elle peut être 6 mètres plus haute. Ces crues, qu'est-ce que ça provoque entre les habitants ? De la solidarité ? Alors ça provoque de la solidarité puisque j'allais dire on a besoin de tout le monde pour pouvoir et passer en bateau et pouvoir aussi remonter les affaires. Ça crée aussi quelques problèmes parce que les gens ne sont pas habitués. Et là cette année, l'eau a tellement montée haute que des gens qui n'étaient pas habitués à être inondés ont été inondés. Ça les a surpris et la réaction a été un peu difficile, oui, tout à fait. Il y a des habitants qui ont jeté l'éponge en disant c'est plus possible, ces inondations, on va vivre ailleurs. Peut-être, mais j'ai pas vraiment des gens qui ont dit on s'en va parce qu'il y a des inondations, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été informés. Ça, par rapport. On les informe, s'ils viennent se renseigner en mairie, on leur dit attention, vous venez dans une zone inondée. Vous êtes, je le disais, sur une île, 6 km de long, les rives sont juste en face. Est-ce que vous avez malgré tout un sentiment d'isolement ici ? Ah non, pas du tout, on n'est pas isolé. La preuve, comme je vous disais tout à l'heure, on est entre 200 et 250 000 touristes qui viennent. On a 4 restaurateurs sur l'île. Donc non, c'est une île qui vit, au contraire. Et j'allais dire, on retrouve un peu notre solitude, notre tranquillité le soir quand tout le monde est reparti. Vous ne vous sentez pas coupé du monde, même pendant les inondations ? Même pendant les inondations, parce que ceux qui ont des bateaux, ils prennent le bateau comme on prend la voiture et ils retrouvent le continent, si on peut dire, du côté de Savenière en l'espace de 8-9 minutes. On va parler des travaux qui ont été réalisés pour rehausser le lit de la Loire. Cette Loire, c'est un fleuve sauvage. Quel est votre regard, vous, sur la main de l'homme qui, durant les siècles derniers, a tenté de dompter la Loire ? Alors, je suis content que la Loire a dit « moi, on n'arrive pas à me dompter ». Et je pense que c'est ça qui fait sa beauté, puisqu'on la voit tous les jours complètement différente. Et je pense qu'il faut la laisser comme ça. C'est le seul fleuve d'Europe qui est encore sauvage, avec ses basses eaux. Et là, des fois, on manque d'eau. Et puis, il y a des fois, il y a trop d'eau. Donc, c'est ça qui fait son charme. Et je pense que ceux qui habitent sur la Loire comme nous, on apprécie ça, justement. Bruno Richoux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Béhuard et ses 115 habitants dans les années qui viennent ? Je pense qu'on peut souhaiter simplement continuer à vivre comme on vit, avec cette qualité de vie que l'on a, et puis d'accueillir les touristes, parce qu'on est petite cité de caractère et c'est important que les touristes viennent découvrir un peu ce village. Et on garde les inondations parce qu'on n'a pas le choix. Et on garde les inondations parce qu'on n'a pas le choix, tout à fait, parce que la nature est là. Merci Bruno Richoux. Merci Mathieu. Je le disais, des travaux pharaoniques viennent tout juste de s'achever sur la Loire pour redonner au fleuve son amplitude naturelle et rehausser son lit. Regardez. Donc en fait, il faut imaginer un épi qui va jusqu'à la bouée verte.
Donc en fait, on voit bien la réduction et l'ampleur que l'eau maintenant a pris sur le sable. La Loire est la compagne quotidienne de ce batelier et depuis quelque temps, elle lui présente chaque jour un nouveau visage. Abîmé par des décennies d'activité humaine, le fleuve était contraint par des ouvrages et son lit s'était enfoncé. Alors en 2021, des travaux d'ampleur sont engagés, un chantier dont les premiers effets se font déjà sentir. Avant, on n'avait pas cette largeur. On a 3 fois plus large ici, là, par exemple, qu'il y a 3 ans au début du remodèlement des épis. Donc, il y a autant de débit, mais ça passe sur beaucoup plus large. Pour redonner au fleuve toute son amplitude, la première étape a été de repenser le système d'épis implanté tout au long de la Loire. Ces digues et enrochements de plusieurs mètres concentraient les écoulements et obligeaient le fleuve à passer toujours au même endroit. On est venu raccourcir ces épis, les abaisser. Et donc une partie du sable qui était bloquée en fait, entre ces épis, ce qu'on appelle des bancs d'épis, ces bancs de sable avec les épis, eh bien, il a été remobilisé par la Loire de manière naturelle. En fait, la Loire reprend ses droits finalement sur ce sable. Et ce sable est venu se déposer vraiment dans le chenal. Et ça constitue des bancs de sable qui se déplacent au gré des courants. Des mouvements de sable qui ont fait l'objet d'années de recherche et de modélisation en laboratoire sur une maquette géante. Selon les calculs, pas moins d'1,5 million de mètres cubes de sable devraient être déplacés, faisant évoluer le paysage et émerger de petits îlots. Des projections qui se vérifient déjà dans la réalité. Il faut imaginer 50 cm de moins, on a un petit banc de sable, donc un début d'île, qui se forme en plein milieu de la rivière. En plein milieu de la Loire, là, à la bouée rouge, la 3e bouée rouge là-bas, on avait un banc de sable, alors avec des mouettes de temps en temps. Quelques signes profitent aussi de cette nouvelle plage improvisée. Derrière ces travaux et cette volonté marquée de rendre à la Loire son caractère de fleuve sauvage, se trouve un intérêt réel pour la biodiversité. Mais le temps est comme un fleuve. Il faudra sans doute entre 30 et 35 ans pour que la Loire retrouve véritablement sa nature d'antan. Bonjour Étienne Davodo. Bonjour Mathieu. Auteur de bandes dessinées, dessinateur, scénariste, une trentaine de BD publiées en plus de 30 ans de carrière. On se trouve devant l'Arbre d'Agathe, qui est un lieu d'une de vos BD publiée en 2023, la bien nommée Loire. Alors, il y a cet arbre, mais il y a surtout la Loire, qui est le personnage principal de cette œuvre, qui s'intitule Loire. À un moment donné, le narrateur Louis réfléchit sur ce fleuve et dit, je cite, « Ce n'est pas seulement un lieu, c'est bien mieux qu'un décor et bien plus qu'un paysage ». Étienne Davodo, qu'est-ce que c'est la Loire pour vous ? Si ce livre-là s'appelle Loire et pas La Loire, c'est précisément parce que j'ai voulu en faire le portrait, mais c'est plus que ça. Et l'idée de mon livre, c'était vraiment de traiter le fleuve comme le personnage principal du récit. Il y a évidemment des personnages humains qui sont là dans ce livre, c'est un livre de fiction, mais le personnage principal qui est omniprésent, qui nous parle, c'est le fleuve. Alors quel est son caractère à ce fleuve ? Alors voilà, la Loire c'est quoi ? Loire c'est quoi ? C'est un fleuve dont on dit qu'il est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Ça n'est que partiellement vrai, il est malgré tout un peu canalisé, il y a des levées, il y a des barrages, il y a évidemment des aménagements, mais c'est vrai que par rapport au Rhin ou à d'autres fleuves, il a une puissance et une sauvagerie qu'on ne retrouve pas ailleurs. On l'a vu cet hiver, avec une crue majestueuse. Là où nous sommes, on aurait eu de l'eau largement au-dessus de nos têtes. Et c'est évidemment ce caractère très changeant. La Loire l'été, la Loire l'hiver, ce sont deux personnages complètement différents. Et quand on est dessinateur, quand on est narrateur, évidemment, c'est un sujet inépuisable. Vous l'avez beaucoup dessiné, cette Loire, sous forme de grandes planches muettes, souvent panoramiques, avec son écosystème, ses animaux. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est tout l'enjeu de ce livre, c'est-à-dire essayer de capturer ce que la Loire a de singulier, c'est-à-dire que ses lumières, ses ambiances, selon qu'on est le soir, le matin, l'été, l'hiver, selon la météo. Il y a tout un univers visuel qui est un terrain de jeu formidable pour un dessinateur et pour quelqu'un qui raconte des histoires, comme c'est mon métier. Et moi, c'est ça que je voulais attraper. Alors, c'est effectivement les oiseaux qui passent. Là, au moment où je vous parle, je vois un cormoran qui remonte le courant. C'est évidemment les poissons, c'est évidemment les habitants humains, c'est évidemment la faune et la flore. Et tout ça fait un espèce d'écosystème gigantesque. La Loire fait plus de 1000 km de long. Et c'est cette singularité-là que j'essaie d'attraper.
Bon, il se trouve que moi, j'ai vécu quelques années tout près d'ici. Je l'arpente beaucoup depuis que je suis né. Je suis né tout près aussi du fleuve. Donc elle fait partie de mon histoire. Eh oui. Et ça faisait très longtemps que je voulais essayer de faire un livre avec le fleuve comme personnage principal. C'est fait. Alors justement, vous êtes un enfant de cette Loire. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer entre votre enfance et aujourd'hui? Bah, c'est marrant parce que moi j'ai 60 balais et sur l'échelle d'une petite vie comme la mienne, on voit des vraies différences. Et je crois que c'est aussi un des sujets que je voulais traiter dans le livre, c'est-à-dire que moi quand je suis né ici, la Loire, qui était ce très bel endroit, on s'en servait beaucoup. On y ponctionnait le sable par exemple, massivement. À tel point qu'on a abîmé son cours, on a modifié son courant, on a durablement abîmé le fleuve. Depuis les années 90, on a arrêté de ponctionner le sable, mais on se rend compte que son courant accélère, que ça modifie trop les choses. Donc on essaie maintenant de faire des petits réglages en modifiant ce qu'on appelle les épis, qui sont des petits barrages transversaux sur le fleuve. Et donc rien que sur une génération humaine, la mienne, on se rend compte qu'on ne doit plus se comporter comme on se comportait vis-à-vis d'un élément naturel comme un fleuve. Même s'il semble très puissant et immuable, notre intervention peut l'abîmer et peut-être le réparer maintenant, c'est l'enjeu. Vivre le long d'un fleuve, qu'est-ce que ça a de particulier pour les habitants? Vous en parliez à l'instant. Est-ce que les habitants des rives de la Loire ont un caractère particulier du fait de cette proximité avec le fleuve? Bah, je pense que sa présence visuelle étant si forte, c'est quelque chose qui est en permanence dans nos existences. On n'a pas besoin d'ailleurs de s'y consacrer de façon consciente. Les gens qui vont bosser le matin, qui franchissent un pont ou qui roulent sur une levée, ils ont ce rapport au fleuve, même si c'est le matin, qu'il est 7 h et qu'ils n'ont pas envie, qu'ils vont bosser, qu'ils ont la tête prise à autre chose. Le fleuve est là. Et visuellement, forcément, comme il est très changeant, sans arrêt, on a des interactions avec lui. Ça, c'est le fleuve au quotidien. Mais quand on prend le temps, y compris quand on habite près du fleuve, de se poser un peu, de venir ici par exemple, de prendre le temps de rien faire d'autre que de se laisser imprégner de l'ambiance du fleuve, on se rend compte qu'il fait partie de nous en fait. Et même si on vit là depuis peu de temps, même si on ne fait que passer, même si on le longe à vélo comme le font des milliers de gens maintenant, c'est cette interaction avec cet élément puissant qu'est le fleuve qui est vraiment intéressant à raconter. Il y a une interdépendance. Il y a une interdépendance. Moi je pense que maintenant on commence à être conscient que notre interdépendance avec les éléments vivants non humains, elle est déterminante. Alors évidemment, ici, on parle du fleuve Loire, mais si j'étais à la montagne, je pourrais parler d'un glacier, je pourrais parler d'une forêt. Mais tous ces éléments-là, les rapports qu'on a avec ces éléments-là, on doit être en train, il est urgent qu'on les modifie, qu'on ne devienne plus des prédateurs qui se servent des choses, mais qu'on comprenne qu'effectivement, si la Loire va bien, j'irai peut-être bien, et si je vais bien, la Loire ira peut-être bien. Dernière question, ce fleuve, par moments, il vous apaise, forcément. Est-ce que aussi il vous inquiète? Le fleuve ne m'inquiète pas, il m'impressionne parfois. Cet hiver, je l'ai beaucoup arpenté, j'ai pris mon vélo et j'ai roulé sur les routes qui étaient encore accessibles, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Mais arpenter les bords du fleuve l'hiver en pleine crue nous montre qu'il y a une puissance terrible. Il y a une puissance qui est vraiment terrible. On se rend compte aussi que c'est parfois tragique quand ça rentre dans les maisons, quand ça crée des drames, évidemment. Mais c'est cette puissance-là qui l'été s'efface complètement. Ça devient un petit ruisseau qui sillonne, qui serpente entre les bancs de sable. C'est cet aspect très changeant, très mobile, qui fait qu'on ne peut pas être indifférent à une puissance pareille, je crois. Et cet hiver, elle nous l'a vraiment rappelé. Elle est arrivée là massivement en disant « Vous êtes bien gentils les gars, mais c'est moi la patronne ici ». Et c'est bien qu'elle nous le rappelle de temps en temps. Merci Étienne Davodo. Merci à vous. Une Loire indissociable de ces pêcheurs professionnels, même si leur nombre diminue, des pêcheurs professionnels qui parfois traquent la lamproie, la civelle ou le silure, non pas au cœur des campagnes, mais dans un cadre un peu moins bucolique, le centre-ville de Nantes. Regardez. De la Loire, Eddy Janin connaît tous les mystères ou presque. Son terrain de jeu est insolite. Il pêche jusqu'au pied des immeubles, là où aiment se loger également les poissons, là où aujourd'hui l'eau a remplacé les bancs de sable d'hier. Je connais à peu près toutes les profondeurs, où il y a les fosses, où il y a les tas de cailloux, justement pour pouvoir poser les pièges, quoi. Eddy est un fier marin d'eau douce, ou un pêcheur continental, comme le désigne plus formellement son statut. C'était aussi le métier de son grand-père et de 2 de ses oncles,
Mais depuis, la pratique et les espèces prélevées ont beaucoup changé. Le grand-père, il a commencé la pêche, je ne pourrais pas vous dire en quelle année. Mais il a pêché ces premiers poissons-là. Le premier qu'il a pêché, c'était en 1976. Avant, il n'en pêchait pas du tout. Et après, c'est des poissons que la population a évolué crescendo et très rapidement. Donc, moi, l'année dernière, j'ai fait quasiment 8 tonnes de silure, quoi. Dans son filet, justement, ce fameux poisson moustachu. Mais la prise n'impressionne guère le pêcheur. Ouais, c'est un poisson d'une dizaine de kilos, quoi. Un bébé. Des poissons qui peuvent faire plus de 100 kilos, 2,70 m de long, quoi. Et les monstres d'eau douce. Ces prédateurs des poissons migrateurs prolifèrent dans la Loire depuis plusieurs années. Et c'est dans ce décor de carte postale, en plein centre-ville de Nantes, qu'Eddy pose et relève ses engins, des pièges stratégiquement installés pour capter les silures. La Loire, elle ne contente pas le centre-ville, donc les poissons non plus, ils passent par là. La proximité de la ville ne pose pour le pêcheur aucune difficulté. La Loire fait partie des fleuves qui ont la meilleure qualité de l'eau au niveau en France, quoi. Les gens, si l'eau n'est pas claire, pour eux, c'est une eau qui est polluée. Alors que non, c'est juste qu'elle est chargée en sédiments, quoi. Des fois, il y a des eaux qui sont translucides, qui sont bien plus polluées qu'une eau qui va être, on va dire, saumâtre comme la nôtre, quoi, chez nous, quoi. En France, comme lui, ils sont 380 à vivre de la pêche sur les eaux continentales, pour le cadre de travail, mais aussi pour la qualité de vie. Et par rapport à la pêche en mer, l'argument de poids, c'est la vie de famille, quoi. Là, moi, je rentre tous les jours chez moi, que quand je faisais la mer, c'était une fois à la semaine, voire une fois à la quinzaine. Oh, moustachu. Pour autant, Eddy ne pense pas que ses enfants reprendront le flambeau après lui. Je ne le recommanderais pas parce que c'est un métier où on n'a aucune visibilité. D'une année sur l'autre, ils peuvent fermer une certaine espèce et du coup, ça nous met vraiment en difficulté. Par rapport à l'époque où mon grand-père pêchait, où il n'y avait aucune restriction, entre guillemets, il y avait des arrêtés de pêche avec une législation, mais il n'y avait pas les restrictions qu'on peut connaître, comme les quotas, les périodes de pêche. Malgré le manque de cap, sa passion ne l'a pas quitté. On ne sait jamais ce que la journée peut nous réserver. On peut faire des pêches pourries comme des pêches extraordinaires, quoi. C'est toujours, on va dire, l'adrénaline et le petit côté surprise de quand on va relever l'engin, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, quoi. Eddy compte bien continuer à être sur l'eau chaque semaine. La Loire dans le cœur et certainement aussi un peu dans les veines. Sud-Loire ou Nord-Loire pour relier les deux rives du fleuve, des ponts bien sûr, mais aussi des bacs comme ceux du Pèlerin et d'Indre avec chaque jour des milliers de passagers, des liaisons vitales pour l'activité économique. Faire monter sa voiture sur le bateau pour gagner du temps tous les matins, c'est la promesse du bac ici au Pèlerin. Un incontournable pour Thierry. S'il n'y avait pas le bac, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Il faudrait que je passe par le pont de Cheviré et pendant qu'il y a la circulation, des fois je mets 1 heure et demie par le pont. Jusque là, je vais mettre une demi-heure avec le bac. J'habite à la montagne, je travaille à Couéron. Il n'y a pas photo, hein. Sur le bateau, un moment de tranquillité, mais il faut parfois attendre plus de 30 minutes avant d'embarquer en heure de pointe. Ce serait bien s'il y en avait un peu plus, aux heures d'embauche, ce serait bien, ouais. On attend un peu, ouais. Le bac est une ligne de vie essentielle pour les habitants des deux rives de la Loire. Chaque année, 2,3 millions de passagers l'empruntent pour traverser le fleuve sur les deux points de passage, ici entre le Pèlerin et Couéron, et plus en amont de la Loire, entre Bassindre et Indrette. Des travailleurs, mais pas seulement, le bac de Loire se trouve sur le trajet de la Loire à vélo, un passage incontournable pour les vacanciers et une source d'activité pour les commerces. Dans cette crêperie, on scrute les horaires du bac avec attention. Le bac arrêtait à 20h30 et là du coup à notre surprise on est très contents. Depuis le 1er septembre on a le bac en fait qui continue jusqu'à 21h30 et du coup ça nous amène même un petit peu plus de monde qui en fait viennent manger sachant qu'ils peuvent retraverser la Loire jusqu'à 21h20 de notre côté. Les deux bacs sont financés par le département de Loire-Atlantique en proie à des difficultés financières.
Il n'est pas question de revenir sur cette gratuité, c'est quelque chose de primordial pour les mobilités entre le Sud et le Nord-Loire. La seule décision que nous avons prise aujourd'hui, c'est de différer le renouvellement des bacs, puisque nous avions envisagé de renouveler la motorisation et de construire un nouveau bac hybride hydrogène électrique. Les bacs, une histoire vieille de 150 ans sur la Loire, ils restent indispensables pour les habitants de l'estuaire. Une Loire forcément victime elle aussi de pollution, notamment au microplastique. Une pollution documentée par 2 biologistes qui ont descendu le fleuve en canoë en prélevant pas moins de 140 échantillons. Après 3 ans d'études, un rapport public vient d'être publié pour mieux lutter contre cette pollution. La Loire, l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Un lieu de vie pour ce couple de scientifiques, mais surtout un formidable terrain d'exploration. Chaque pas les conduit à étudier sa biodiversité, mais aussi à déplorer sa pollution. Il y a au moins 3 espèces différentes qui vivent dessus. Ça dit déjà qu'en fait, un bouchon plastique, ça devient une sorte de refuge potentiel ou juste un moyen de locomotion pour d'autres. Donc avec un bouchon, on peut parler pendant une demi-heure de nos modes de vie et de ce que ça fait aux autres vivants. En 2022, Barbara et Julien ont descendu le cours de la Loire. Un voyage itinérant de 1000 km à pied et en canoë. Des prélèvements effectués dans l'eau et les sédiments ont révélé la présence de microplastiques de la source à l'estuaire. Évidemment, on a eu tendance à en trouver plus au sortir des villes, pour donner un exemple, qu'à l'entrée des villes. Donc ça démontre bien que nos modes de vie, qui sont très consommateurs en plastique, il y a plein de fuites de ces plastiques ensuite à différents niveaux, dès la production des plastiques jusqu'à leur traitement en tant que déchets. Et que quand ces plastiques s'échappent, ils vont terminer in fine dans la Loire. Cette étude inédite sur l'état de santé de la Loire, étayée par des analyses en laboratoire, a donné lieu à un rapport accessible à tous. Un travail inédit qui interroge également sur nos habitudes de consommation. On trouve principalement 2 types de plastique. D'abord des microfibres textiles synthétiques, donc issues de nos vêtements, de nettoyage en machine à laver. Et après, on trouve aussi énormément de plastique issu des emballages alimentaires à usage unique. Il y a un vrai enjeu là à éradiquer en fait ces emballages à usage unique puisqu'ils servent une seule fois et souvent pour pas grand-chose. Donc ça diminuerait largement la contamination en Loire comme ailleurs. Mieux comprendre le fleuve et le protéger, c'est l'ambition de ce collectif baptisé Loire Sentinelle. C'est quelqu'un qui surveille, qui prend soin. Et c'est aussi l'idée de se projeter dans l'idée que ça peut être déployé à des échelles très grandes aussi et diverses et territoriales. Donc d'être toutes et tous des sentinelles des milieux de vie qu'on habite. Mais le projet n'est pas que scientifique. Il mêle également art et médiation et conduit régulièrement ses amoureux de la Loire à sensibiliser le public. On a vraiment l'impression d'être au début de quelque chose et il faut qu'on trouve d'autres voies pour continuer à ce que notre regard sur la Loire et nos comportements vis-à-vis de la Loire ils changent sur le temps long et de manière profonde. Et on n'y est vraiment pas encore. Fin mai, les 2 biologistes ont programmé une nouvelle descente de la Loire entre Nevers et Chalonnes pour partir à la rencontre des riverains du fleuve au fil de l'eau. Et on continue notre descente de la Loire jusqu'ici à Cordemais entre Nantes et Saint-Nazaire avec une femme de Loire. Bonjour Cécilia Nicolas. Bonjour Mathieu. Je dis femme de Loire parce que vous faites partie de ces 18 portraits photos publiés dans cet ouvrage en 2024, Femme de Loire, de Nantes à l'océan. Vous êtes la directrice de l'association Estuarium, arrière-petite-fille de pêcheurs de Loire. Cet estuaire, ce mélange d'eau douce et d'eau salée, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres estuaires ? Alors l'estuaire de la Loire, c'est quand même un très grand contraste
qu'on peut lire dans le paysage, avec ces infrastructures portuaires, industrielles très très présentes. Et puis ces vastes étendues de zones humides, de marais, qui ont une biodiversité vraiment très remarquable. Et ce qui nous différencie, ce qui différencie cet estuaire des autres estuaires français, comme notamment celui de la Seine ou celui de la Gironde, c'est qu'ici, on a cet équilibre. Donc nous, on œuvre vraiment pour valoriser cet estuaire, pour faire parler de lui, pour que les habitants soient fiers d'y habiter. Et pour cela, les éduquer, les sensibiliser à cet environnement, à ce territoire. 30 ans d'existence pour cette association Estuarium, une association créée à l'origine pour forger une identité commune entre le Sud-Loire et le Nord-Loire. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui encore, cette frontière, elle existe bel et bien dans les têtes. C'est très surprenant ici, quand on parle de l'autre rive, on dit de l'autre côté de l'eau. Et ça met une distance énorme. La première fois que j'ai entendu parler de ce terme-là, j'étais à Saint-Brévin, je dis mais pourquoi vous me parlez de New York? Non, on parle de Saint-Nazaire, de l'autre côté de l'eau. Et souvent, les personnes, quand on leur parle des habitants de l'autre rive, mais on ne se ressemble pas, on est différents. En fait, non, Pour vous, ça n'a pas de sens, cette frontière? Non, ça n'a pas de sens. Nous, en fait, Estuarium, on veut que ce soit un trait d'union entre les rives. Et si on valorise ce patrimoine, c'est qu'on veut faire prendre conscience aux personnes, aux habitants, avant tout, de cette identité, de cette culture autour du fleuve. C'est un estuaire qui évolue, une cinquantaine d'îles entre Nantes et Saint-Nazaire au XVIIe siècle, plus que 5 aujourd'hui. Comment ont-elles disparu? Ce sont des travaux fin 19e, début 20e, des travaux d'endiguement, de chenalisation qui ont complètement transformé, dévisagé quelque part cet estuaire. Et on a fermé les bras de Loire. Donc les îles qui étaient les plus proches des rives se sont colmatées, se sont raccrochées aux rives. Et celles qui étaient dans le tracé, qui avait été imaginé par les ingénieurs des ponts et chaussées, le tracé du chenal, ont été littéralement supprimés. Cécilia, Nicolas, vous soutenez le collectif vers un Parlement de la Loire pour doter la Loire et son estuaire d'une personnalité juridique. Qu'est-ce que ça changerait selon vous en termes de lutte notamment contre la pollution? On voit que dans le monde, beaucoup se sont emparés du sujet, notamment l'Espagne qui est beaucoup plus en avance que nous, qui a inscrit dans la Convention la reconnaissance de la mare Ménor. Et donc, moi ce que je vois, c'est que les droits de l'environnement, ils ne sont pas suffisants pour la Loire, en fait. On voit bien les limites. Certes, ils imposent des limites à ne pas trop polluer, mais on voit bien que ces valeurs réglementaires n'ont rien à voir avec les valeurs sanitaires où, normalement, la tolérance, c'est la tolérance zéro. Et pourtant, on le sait que notre santé dépend de la santé de ce fleuve qui nous hydrate, qui nous nourrit. Quand on arrêtera de la considérer comme un objet, parce qu'un objet, qu'est-ce qu'on en fait? On se l'accapare, on le transforme en fonction de nos envies, on peut même le détruire. Si la Loire devient un sujet, on la respectera peut-être un peu mieux. Vous accompagnez les élus vers la création d'un parc naturel régional pour l'estuaire et le lac de Grandlieu. Qu'est-ce que vous attendez de la création de ce parc? Un parc naturel régional, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un outil réglementaire, ce n'est pas une réserve nationale ou même une réserve naturelle régionale. C'est beaucoup moins contraignant, mais c'est un véritable révélateur de territoire. Et ça met en lumière tout un territoire et ça donne envie de le protéger. De favoriser du développement local, mais qui prend en compte la sensibilité, la fragilité du milieu, les usages, parce qu'on a de la chasse, on a de la pêche, on a de l'agriculture. Et ce label, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va valoriser tout type de patrimoine. Pas que le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine bâti, les savoir-faire, ce patrimoine immatériel qui tend à disparaître. La région a lancé une étude d'opportunité. Ce parc naturel régional, vous l'attendez, vous l'espérez à quelle échéance? Cette étude d'opportunité va être remise à la fin d'année 2026 à l'État. L'État aura ensuite 6 mois pour se prononcer, pour émettre ce qu'on appelle un avis d'opportunité. Et à partir de là, c'est tout le processus qui sera enclenché. Et on rentrera dans une phase de préfiguration, c'est-à-dire qu'on va donner à voir ce que pourrait être un parc, se mettre en état de faire. Et c'est à la toute fin, et quand je vous dis toute fin, c'est 8-10 ans, où les élus pourront signer cette charte. Signer ou pas. Ils auront vraiment au dernier moment pour le faire, adhérer ou pas à ce projet de parc.
Merci Cécilia, Nicolas. On se retrouve dans 10 ans du coup pour en reparler. Ouais. Une Loire, on l'a vu, polluée au microplastique, mais également par toutes sortes d'objets du quotidien, bien visibles ceux-là, canettes ou mégots de cigarettes, des déchets régulièrement collectés par des bénévoles de la Maison de Loire. Armés de gants, pinces et sacs plastiques, une vingtaine de bénévoles part à l'assaut du bord de Loire. Une vraie chasse au trésor pour les enfants. Ouais! Et regardez ça! Ah oui. En cette fin d'été, les herbes du quai recèlent de vestiges des touristes de passage à Saint-Mathurin. J'ai trouvé une canette, plein de bouts de papier, du plastique, quoi. Tous les ans, la Maison de Loire en Anjou invite ses bénévoles et visiteurs à venir ramasser les déchets sur les rives du fleuve. Marianique, qui a fait une croisière en gabarre cet été, a répondu présente. On vient souvent se balader un peu plus haut, du côté de la Ménitrée et tout ça, là, c'est magnifique, quoi. Alors c'est pour ça, faut quand même... on prend conscience que si on fait rien, il n'y a rien de fait, quoi, non plus. Les jeunes du clan, club ligérien d'activité nature, ont pris en charge la rive sud du fleuve. C'est important de rattraper les erreurs qu'on a faites, mais bon, faut aussi sensibiliser les gens pour pouvoir prévenir le risque. Le risque est de voir le paysage ligérien se dégrader. Ces déchets ne sont pas sans conséquences sur la biodiversité du fleuve. Il y a nos amis les castors que l'on ne voit pas mais qui pourraient vraiment être en danger avec des plastiques ou quoi que ce soit, les oiseaux également. Donc il faut vraiment faire très attention. La qualité de l'eau aussi en découle. Donc la pollution plastique, etc., on en parle beaucoup, hein, ça existe. Donc il faut vraiment faire très très attention. Moins de déchets ont été récoltés cette année, signe peut-être que les pratiques changent. Les plus gros objets viendront nourrir l'exposition permanente de la Maison de Loire, avec toujours le même objectif, sensibiliser le public à la protection du fleuve. Et on se rapproche de Saint-Nazaire, le terme de notre voyage. À quelques mètres seulement, l'océan Atlantique, une zone charnière pour le trafic maritime. Un trafic régulé par les pilotes de Loire, 30 hommes et femmes venus de la marine marchande qui permettent aux bateaux de monter ou de descendre l'estuaire en toute sécurité. Regardez. Au large de Saint-Nazaire, les navires marchands se mêlent aux éoliennes dans un balai statique. Vraquiers, porte-conteneurs ou encore pétroliers attendent, à 20 km des côtes, les pilotes de Loire. Sans eux, impossible d'entrer dans l'estuaire et d'atteindre le port. Ça, c'est le navire que l'on va servir à 9h30. On embarquera à la station de pilotage. 365 jours par an, jour et nuit, les pilotes se relaient. Leur présence à bord est obligatoire pour tous les navires de plus de 75 mètres. Ce cargo est pris en charge par Quentin Le Brisoil. Direction le port de Nantes. Les autres pilotes rejoignent leur base en mer, la Couronnée. C'est d'ici qu'ils embarquent et débarquent au fil des arrivées et départs des navires. Good morning again, so please have a evening line ready on your port side. C'est le seul bateau pilote en France. En fait, c'est une espèce de presqu'île au large de Saint-Nazaire et on récupère les pilotes, on peut les faire manger, les faire dormir et les renvoyer sur d'autres navires. Donc c'est une petite escale, une petite parenthèse au large, quoi. Ça peut être un endroit studieux, comme vous le voyez, où on prépare les opérations de montée. Et sinon, c'est un lieu d'échange entre collègues, parce qu'on fait un métier où on est un peu solitaire sur les navires. Donc ça permet de se rencontrer, voilà. C'est déjà l'heure de rejoindre le Bolten Panorama, un céréalier de 160 mètres battant pavillon portugais. Il vient charger du blé au port de Nantes. Une dizaine de mètres à gravir à flanc du navire, une formalité pour ces marins. La mer est d'huile, mais l'hiver, en cas de tempête, c'est bien plus périlleux. Morning. How are you? Welcome.
Thank you. Can you give the heaving line, please? Bolton Panorama, Loire Port Contrôle, bonjour Monsieur Caron. Oui, bonjour à tous. Donc le Bolton Panorama en montée pour Roche-Morissin, Cap-Aval. On a 5,70 m de tirant d'eau maximum et Lionel Caroff à bord. J'ai appelé Loire Port Contrôle, donc c'est la capitainerie du port de Nantes-Saint-Nazaire. En fait, pour avoir l'autorisation d'enguaider dans le chenal, je les appelle pour donner le nom du navire, mon nom, parce qu'ils doivent savoir quel pilote est sur le navire, le tirant d'eau maximum. Ils m'autorisent à rentrer et ils m'indiquent, eux, du coup, le trafic qu'il y a actuellement en Loire. 140. 140. Nous sommes là parce que nous sommes les sachants de la place, donc pour accompagner le commandant, qui reste commandant à bord. Hein, le pilote ne démonte jamais le capitaine de son commandement. We don't double like that. Okay, very good. We will not manage without the pilots. On ne serait pas capable de le faire sans les pilotes. Ils connaissent l'endroit, les spécificités des voies fluviales, de la rivière, les courants et tout le reste. On est limité en hauteur, évidemment. Donc la hauteur maximum entre le niveau de l'eau et le pont, c'est 55 mètres. Donc ce navire-là, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un très très gros navire. Mais sur certains navires, des très très gros pétroliers, on est amené à augmenter son tirant d'eau, c'est-à-dire à l'enfoncer un peu plus dans l'eau pour pouvoir passer sous le pont. $100 now, sir. Thank you. On a tous au préalable, avant d'être pilote, effectué 10 ans de navigation au long cours, suivant les professions partout dans le monde, quoi. C'est une des carrières qui permet de retrouver une vie de terrien quelque part, hein, parce que nous sommes quand même terriens en majorité, et de rester dans le monde maritime. Quand je suis sur ces ailerons, là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai vraiment l'impression d'être un marin, tout à fait, oui. Oui, rebonjour, donc on sera dans 1h30 environ, hein, en présentation à Roche-Morissin. Là, on commence à arriver dans la partie un peu plus resserrée de la Loire. C'est un endroit où on a changé de côté de la rivière. Nous étions rive nord et on s'est déplacé rive sud. Parce qu'en fait, l'endroit où il y a le plus d'eau dans la rivière, c'est à l'extérieur des courbes. 155. 155. But we can slow down. We already put, so the program is counting down, yeah? Évidemment, il y a un moment où il va falloir faire demi-tour pour ressortir de la Loire. Donc au moment de la basse mer, on n'aurait pas pu faire ce demi-tour, donc on choisit de le faire à la pleine mer. On a un remorqueur à l'arrière et un remorqueur à l'avant, donc c'est des navires qui vont nous aider à la manœuvre. Dans un premier temps, ils vont nous aider à ralentir et ensuite ils vont nous aider à faire un demi-tour parce qu'on a un demi-tour à faire aujourd'hui, un évitage. On est venu jusqu'ici parce que c'est un navire de 160 mètres aujourd'hui qui ne peut pas faire un demi-tour devant son poste à quai. Donc il a fallu qu'on remonte pour venir dans ce qu'on appelle la zone d'évitage de 30 mous et qui permet de faire demi-tour à des navires jusqu'à 230 mètres. C'est le seul endroit unique lorsqu'on monte à Nantes pour faire demi-tour pour un gros navire. Stop engine, Captain. Stop engine. Lente tournée pour l'instant. Un petit coup de corne de brume, ça fait toujours plaisir aux gens qui nous regardent et ça leur rappelle que dans Nantes, il y a un port avec des navires de commerce, donc ça leur permet de se rappeler cela également. Le Bolton Panorama avance lentement vers le quai à Silo. Dans une chorégraphie parfaitement orchestrée, remorqueur et lamaneur assurent son accostage au centimètre près. Dans quelques jours, il repartira chargé de blé à destination du Maroc. Mais minimum à retenir derrière, Thibaut. Alors, CB Baltique. CB Baltique mettra à bord à 15h avec 2 remorqueurs. 16h pour nous. Okay. C'est ça. C'est à Saint-Nazaire, dans la Vigie, que l'activité des 30 pilotes de Loire est planifiée. Une organisation millimétrée pour assurer les 5000 mouvements de navires annuels.
On fait un peu le chef d'orchestre qu'on fait à bord, mais on le fait un peu ici aussi. Et donc, nous, connaissant les éléments, on peut dire, bah tiens, on peut essayer de gratter une petite demi-heure parce qu'on sait. Et donc, on va faire... c'est pour ça qu'on fixe un peu les heures de mise à bord, au large et en descente, et en fonction de la marée. Donc, on arrive à optimiser. L'objectif, c'est véritablement ça. Parce que l'activité du port, elle doit continuer à tourner. Venu quelques heures à quai pour un avitaillement et un changement d'équipage, le bateau pilote reprend la mer. À son bord, les pilotes vont servir les navires du jour et de la nuit à venir. Ils sont les garants de l'activité du 4e port français. L'estuaire de la Loire et Saint-Nazaire, indissociable bien sûr des chantiers de l'Atlantique. Bonjour Rodolphe Legendre. Bonjour Mathieu et bienvenue. Merci de nous accueillir ici au sein de l'écomusée de Saint-Nazaire devant cette maquette des chantiers de l'Atlantique, maquette version années 70. Vous êtes responsable comptoir des guides Saint-Nazaire agglomération tourisme. On va se replonger justement dans l'histoire, direction le milieu du 19e siècle, les chantiers de la Loire, c'est leur nom, voit le jour ici à Saint-Nazaire parce que Nantes décide d'y déplacer son propre port. Pour quelle raison ? Mais tout simplement pour créer un vrai chantier moderne, parce que le positionnement de Saint-Nazaire est idéal. On est sur l'estuaire, on est donc sur la Loire. Ensuite, on a l'océan Atlantique et les Amériques. Donc la géographie est idéale, quoi. C'est paquebot ici à Saint-Nazaire et pas ailleurs sur la façade atlantique comme dans l'estuaire de la Gironde par exemple. Parce que les infrastructures sont déjà existantes et puis on a tout un savoir-faire déjà en termes de construction navale ici sur place. On fait déjà des bateaux avant les chantiers de l'Atlantique. Il y a des dizaines de chantiers qui existent. Alors le principe c'est de fabriquer d'abord des navires à voile avec des coques en bois. Donc il va falloir moderniser tout ça. Alors, 1000 ouvriers à l'époque, avant l'arrivée de ces chantiers de l'Atlantique, beaucoup plus, on l'imagine, pour répondre à la demande. Cette main-d'œuvre, vous l'avez dit, elle ne descend pas la Loire pour arriver jusqu'à Saint-Nazaire, elle est déjà là. Et non, pas besoin, on a déjà tout sur place. Donc, ce quartier s'appelle Méan, et puis ensuite celui de Pinhouette. Puis ensuite, on ira chercher dans le marais de Brière encore d'autres ouvriers qui viendront au matin et qui repartiront le soir grâce à un chemin de fer. Et puis ensuite, de Bretagne, essentiellement du Morbihan. Une main-d'œuvre étrangère également ? Une main-d'œuvre étrangère, mais plus tard, par exemple dans les années 1920, pour la construction du fameux Île-de-France, un des fleurons de la construction navale, il y aura une communauté italienne qui se créera. Et puis encore plus tard, jusqu'à maintenant, avec des Grecs, des Espagnols, des Italiens encore, des Lituaniens, des Estoniens, des Lettons, effectivement, qui sont là pour prêter main forte à la construction navale. Les chantiers de l'Atlantique, vous le disiez, ce sont bien sûr aussi le développement de la propulsion vélique, avec notamment le Corinthian, actuellement toujours en cours de construction ici à Saint-Nazaire. Le vélique et le mécanique, au fil de l'histoire, c'est un éternel recommencement ? Le premier navire qui sort des chantiers navals de Saint-Nazaire en 1864, c'est l'impératrice Eugénie. Petit clin d'œil à l'épouse de Napoléon III. Propulsion mécanique, coque métallique et propulsion vélique. En 2025-26, le Corinthian, coque métallique forcément, propulsion vélique et propulsion mécanique. Mais je pense que c'est un enjeu environnemental. Hein. À partir du moment où tu propulses ton navire à voile, eh bien, tu consommes moins de carburant et donc c'est bon pour la planète. Les chantiers de l'Atlantique, ce sont aussi des sous-stations électriques construites pour alimenter des parcs éoliens offshore, dont celui de Saint-Nazaire. Cette transition écologique, elle va s'accélérer dans les années qui arrivent ? Indéniablement. Saint-Nazaire-Guérande, Yeux-Noirmoutier, 2 sous-stations électriques sont parties pour des champs en mer du Nord. Pour l'Allemagne, et puis des projets multiples avec des sous-stations encore plus importantes, avec des dimensions beaucoup plus importantes dans les années à venir. Il faut verdir, donc le vert, ça passe forcément par l'éolien offshore. La Loire, c'est pas uniquement des paquebots, c'est aussi de l'aérien. Et tout à fait. En fait, la Loire, c'est super important et pour la construction navale et pour la construction aéronautique. On a vu pendant la Première Guerre mondiale l'importance que revêtent les avions.
on a utilisé la Loire pour tester et lancer des hydravions à l'époque. Donc, qui dit hydravion dit forcément une usine qui les construit et puis un plan d'eau, donc l'estuaire de la Loire, qui va permettre de lancer et d'amérir des hydravions pendant des décennies. Merci Rodolphe Legendre et bonne continuation à vous ici, au sein des chantiers de l'Atlantique. C'est la fin de cette émission entre Saumur et Saint-Nazaire au fil de la Loire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine enquête de région. Très bonne soirée à vous.